Je suis Nzouzi Richard, ancien étudiant de l'université Révérend Kim. Actuellement, je suis journaliste au journal L'Avenir et le site web Exclusif RDC. J'ai des questions à poser à nos intervenants, directement à mon ami de la communication et au professeur Noël Tiani. La première question, c'est au professeur Noël Tiani. Vous avez parlé du développement de la RDC, mais vous n'avez pas cité la question de la défense et de la géostratégie. Aujourd'hui, si on vous demande quelles sont les stratégies, selon vous, que vous pouvez conseiller à la République de mettre en place, afin que la RDC puisse avoir des capacités de se défendre contre tous les dangers et les enjeux internationaux. Là, c'est ma question. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Gabriel Kapaï, Fondation CITA EVT. Je remercie les autorités de l'Université Révérend Kim et tous les orateurs. Mais ma question est la suivante. Je la pose au professeur Tiani, que nous avons toujours suivi avec une proposition du plan Maréchal. Aujourd'hui, je voulais un peu savoir, après avoir suivi tous les intervenants, merci pour la matière, mais la question est la suivante. Les causes principales pour que cette jeunesse ne tombe plus dans ce que vous avez failli et qui a entraîné notre pays dans le gouffre, c'est manque de vision, manque de programme bien précis ou manque de volonté politique. J'ai dit et je vous remercie. Je suis Augustin Chilengi Wakandolo, étudiant en deuxième année de graduat à la faculté des sciences économiques et de gestion, ici à l'université Révérend Kim. Notre orateur principal, monsieur le professeur Noël Tiani, merci. En vous suivant, j'avais comme impression que si les élections présidentielles se présentent demain, je devrais vous donner ma voix. Bien que c'est un lieu apolitique, mais j'étais touché par votre intervention, voire même le plan que vous nous avez montré. Mais fort malheureusement, dans ces programmes, je n'ai vu en aucun cas là où vous avez parlé de la jeunesse. Et aujourd'hui, vous, l'élite congolaise, vous ne nous permettez pas, nous, jeunes d'aujourd'hui, d'être vraiment ou de donner notre apport dans le processus de développement. Je vous demande si réellement votre avis, votre projet, votre vision est de demain d'être à la magistrature suprême. Quelle est votre vision par rapport à la jeunesse? Nous avons assisté à de belles initiatives en termes théoriques, mais en pratique, la jeunesse est délaissée à son triste sort. Et j'atterris pour demander, quand vous parlez de père et de mère, mais vous nous avez dit que dans la réalité, on ne connaît pas la population congolaise. Si elle se chiffre à combien, ce sont des estimations. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que le premier et l'unique recensement date du 1er juillet 1984. Aujourd'hui, en vertu de quoi puis-je, moi personnellement, m'appeler Congolais ou être considéré comme Congolais? Je dis et je vous remercie. De façon succincte, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on regarde ce que la jeunesse représente dans la population totale de la RDC. J'ai dit aussi donc les femmes, qu'est-ce qu'elles représentent dans la population totale de la RDC. Je dirais que sur 107 millions d'habitants, le chiffre total n'est pas important. Ça peut être 107 millions, ça peut être 90 millions, n'importe quel chiffre que nous retenons pour la population. Mais quand on a 60% de cette population constituée de la jeunesse, ça veut dire que nous ne pouvons pas réussir si nous n'intégrons pas la jeunesse à toutes les étapes de conception et de mise en œuvre de notre stratégie de développement. D'où il faut d'abord que la jeunesse soit bien formée. Bien formée, c'est-à-dire qu'elle ait accès à l'éducation primaire,
secondaire, universitaire, professionnelle de qualité, qu'elle soit non seulement bien formée, mais qu'elle ait aussi des valeurs d'intégrité. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas une jeunesse qui nage dans des antivaleurs. Les antivaleurs dont souffre notre société sont lesquelles? La corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, la prostitution, la légèreté et tout ce que vous connaissez comme antivaleurs. Nous devons éduquer notre jeunesse pour qu'elle soit immunisée contre ces antivaleurs-là. Si bien que quand elle sort de l'université et qu'elle entre dans la vie active, on peut attendre quelque chose d'elle. Je plains beaucoup de nos étudiants aujourd'hui. J'ai entendu ça, je venais de rentrer des États-Unis en 2018, et les gens me disaient, oh la corruption, vous savez, vous devez vous tropicaliser, on me disait. Mais tropicaliser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire un peu de corruption jusqu'à ce que je devienne président de la République et en ce moment-là, on va changer la situation. Je leur dis non. Si vous commencez à vous habituer aux antivaleurs, c'est fini, vous n'allez plus retourner à l'étape où vous étiez sain. Par conséquent, nous devons immuniser notre jeunesse contre ces antivaleurs-là. Maintenant, quel est le mécanisme pour arriver à le faire? Moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre moyen pour lutter contre les antivaleurs que de faire régner ce que j'appelle un état de droit fonctionnel. C'est-à-dire, par exemple, en ce qui concerne la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, nous devons être à mesure de, si nous sommes au gouvernement, d'afficher un numéro quelque part, de dire à tout le monde dans le pays de connaître ce numéro-là par cœur. Et lui dire, si vous voyez simplement un corrompu, un prédateur, un détourneur de fonds publics, appelez ce numéro, vous le dénoncez. Mais quand on a dénoncé quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il peut y avoir juste des animosités entre des gens, on dénonce des innocents. On envoie maintenant des investigateurs qui mènent des investigations approfondies. Si on trouve qu'il y a des indices sérieux de corruption ou de ces antivaleurs-là, on vous met devant la barre. Et devant la barre, on va avoir des procès comme celui qu'on a connu, donc de 100 jours, où ça passe en direct à la télévision. Tout le monde dans le pays va savoir que vous êtes un mauvais citoyen, un corrompu. Et quand on vous condamne, on vous met à Makala. Vous n'allez pas être à Makala, commencer à nous dire tous les matins que vous avez mal aux pieds, mal à la tête, qu'on vous sorte de là pour que vous puissiez vous faire soigner à l'étranger, et ainsi de suite. Vous allez rester à Makala jusqu'à la fin de votre terme. Si on vous a mis là-bas pour 20 ans, vous restez pendant 20 ans. Et quand vous sortez de là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous sortez de là, vous n'êtes plus éligible pour travailler dans l'administration publique parce que vous êtes un mauvais citoyen. Vous n'êtes plus éligible pour des mandats électifs. Vous ne pouvez pas être député national, président de la République et consort. Mais quand on fait ça avec un individu, un deuxième, un troisième, devinez quoi? Tout le monde va se mettre au garde-vous. Vous allez trouver que les gens vont changer de comportement. Nous pouvons alors tirer de cette jeunesse-là des gens qui ont suivi ce genre de procès éducatifs. Nous pouvons tirer de quelque chose d'utile pour le pays. Donc, moi, le rôle que je vois pour la jeunesse, c'est une jeunesse bien formée, avec éthique, avec moralité, sur qui on peut, ou bien sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour réaliser n'importe quel objectif dans le domaine du développement donc, de notre pays. C'est ça que je vois comme rôle de la jeunesse. Mais la jeunesse n'a pas que des devoirs, elle a aussi des droits. Elle a droit à quoi? Elle sort des universités, elle a droit à avoir un travail de qualité. Son rôle-là de créer des conditions, pour que des emplois de qualité soient créés, ça revient à l'État. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a un ami qui est intervenu, qui a parlé donc de John Maynard Keynes, la théorie générale de l'emploi, donc après qu'il ait publié donc son livre. Ce que je venais de vous présenter tout à l'heure là, la carte pour le développement de la RDC, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les villes modernes et consorts, s'entre dans le cadre de la vision de John Maynard Keynes, la politique des grands travaux. Je considère qu'il est inadmissible qu'on ait des chômeurs dans un pays où il y a du travail à faire. Nous avons tout à faire. Construire les routes, ça demande des ressources humaines, des ressources de qualité. Voilà les ressources de qualité que vous êtes. Construire donc les aéroports, les chemins de fer, ainsi de suite, ça demande des ressources bien formées. Voilà des ressources bien formées que vous êtes. Nous, en tant qu'État, nous devons créer des conditions telles que, quand vous sortez des écoles,
vous n'allez pas rester au chômage pendant 10 ans avant de trouver votre premier emploi. Moi, quand j'ai étudié aux États-Unis, 6 mois avant la fin de mon programme de MBA, il y avait 5 banques qui m'avaient fait l'offre pour travailler chez elles. C'est ça la bonne situation. Nous devons chercher à réaliser cet objectif-là, non seulement avec des emplois étatiques qui seraient créés à travers la politique des grands travaux tels que je viens de dénoncer tout à l'heure, mais aussi en mettant en place un environnement attractif pour le secteur privé, pour que les entreprises privées créent des opportunités pour absorber la jeunesse qui sort donc des écoles. Je vois cela comme étant le rôle de la jeunesse dans notre pays. D'où je conclus que nous ne pouvons pas développer ce pays sans tenir compte de la jeunesse, sans tenir compte donc des femmes. Tous les programmes, toute la vision du développement, tout ce que nous devons faire pour pouvoir mettre le Congo sur la bonne voie, doit pouvoir tenir compte de vous les jeunes et de vos exigences et surtout de comment il faut vous intégrer dans la vie professionnelle après les études pour que vous soyez des citoyens utiles à vous-même, à vos familles, mais également au pays. Maintenant, en ce qui concerne que faire pour arriver à se défendre sur le plan régional en tant que pays, nous sommes en train de vivre une expérience assez inédite aujourd'hui, où depuis 1996, nous avons un petit pays à côté de nous qui nous dérange, qui est comme une épine sous les pieds. Chaque fois que ce pays-là veut, ils prennent des Congolais, on les met en avant, on leur donne un peu de miettes et on leur dit vous êtes maintenant des rebelles. Vous allez faire la guerre à votre pays. Et il y a des Congolais qui acceptent cela. Moi, je souhaiterais que nous puissions être très stricts à l'égard de ce genre de comportement. Un, nous devons restructurer notre armée, notre police, nos services de sécurité, les équiper jusqu'aux dents, les payer correctement, leur offrir une carrière professionnelle parce que les militaires et les policiers sont des professionnels qui ne font que ça dans leur vie pour défendre notre pays. Leur donner tout ce qu'il faut, mais les mettre en condition de défendre le pays chaque fois que cela est nécessaire. Et je vais vous dire une chose, si je suis président de la République, il y a quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Vous nous provoquez, vous prenez Bunagana, on va chasser les rebelles là-bas, mais quand ils traversent la frontière, ils entrent en Ouganda ou bien ils entrent au Rwanda. Je vais dire au FRDC, ne vous arrêtez pas aux frontières. Allez dénicher le mal là d'où il vient. Et quand on va aller au Rwanda et qu'on va dénicher les soi-disant rebelles, on les a arrêtés, on va aussi arrêter celui qui les avait envoyés, Paul Kagame. Et quand on fait ça, tous les autres pays vont nous respecter. Les États-Unis d'Amérique se comportent de cette façon-là. Vous connaissez un pays qu'on appelle le Panama. Le Panama était dirigé par un dictateur qu'on appelle Manuel Noriega. Il a pris une machette une fois, il menaçait les États-Unis comme ça, et tout le monde a vu ça à travers le monde. Les Américains, calmement, ils ont envoyé une équipe de militaires bien formés. Ils ont capturé Manuel Noriega. On l'a ramené en prison à Miami. Il est resté pendant 20 ans. On l'a sorti que quand il était sur le point de mourir pour qu'il aille mourir chez lui. Comme ça, les Américains ne payent pas la facture d'enterrement. C'est ça que nous devons... Nous devons avoir cette vision-là en tant que pays pour nous faire respecter. Donc, sur le plan régional, la solution numéro 1 d'abord, c'est d'avoir une bonne armée, les bons services de sécurité, une bonne police. Maintenant, en deuxième lieu, s'il y a un pays qui nous provoque, on va lui renvoyer donc la pièce de la monnaie. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est que aujourd'hui, le Congo est devenu membre de beaucoup d'organisations régionales. Nous sommes membres de la SADC, n'est-ce pas? On vient de devenir membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Moi, je considère que ça ne sert à rien de multiplier des adhésions à ces organisations-là si nous ne faisons pas de distinction. Est-ce que les relations avec certains pays sont sincères ou pas? Par exemple, avec les pays de la SADC. Les pays de la SADC, je peux témoigner qu'il y a eu quelques pays qui nous ont montré qu'ils étaient des amis ou des frères loyaux à nous. L'Angola est intervenu à nos côtés, l'Afrique du Sud, et je pense le Zimbabwe pour faire échec au M23 en 2013. Vous vous rappelez quand le M23 avançait, ce sont les Angolais qui nous ont aidés avec leurs avions pour faire échec à ça. Moi, je pense que ça, c'est un partenaire qu'il ne faut pas négliger. Nous devons renforcer nos liens avec les pays de la SADC qui ont prouvé qu'on pouvait travailler ensemble pour nous aider en cas de nécessité. Mais aujourd'hui, les pays d'Europe, d'Afrique de l'Est,
Combien de fois nous avons des rébellions qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda? Et je suis sidéré d'entendre que pendant ces négociations donc à Luanda, James Kabarebe a déclaré que Makenga, qui dirigeait le M23, n'habite pas le Rwanda, mais il habite l'Ouganda. Et l'Ouganda est venu aux côtés de la RDC, soi-disant avec son armée, pour combattre les rebelles de Makenga. En réalité, on nous prend pour des dupes. D'où je considère que nous devons être sélectifs dans le choix de nos partenaires extérieurs. Nous nous appelons tous des pays africains, des pays frères, mais il y a frères et cousins. Peut-être qu'eux sont des cousins, mais des vrais frères sont ceux qui nous ont montré donc la loyauté dans le passé, et nous devons donc faire cette distinction-là. Donc pour répondre à la question, il faut avoir une armée dissuasive et il nous faut investir massivement dans les FRDC, dans la police, dans les services de renseignement pour pouvoir détecter toute menace d'où qu'elle vienne et quand on la détecte, pouvoir la gérer de façon frontale. Comme ça, nous allons nous faire respecter éternellement.